Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuit le journal de ce jour, jeudi 24 avril 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Niger commémore ce 24 avril 2025 le 30e anniversaire de la signature des accords de paix entre les autorités nigériennes de l'époque et le mouvement armé actif dans le nord du Niger. C'était le 24 avril 1995. Depuis lors, cette date est décrétée journée nationale de la Concorde, où plusieurs activités sont organisées chaque année, dont des conférences publiques, à l'exemple de celle organisée ce jeudi matin par la coordination nigérienne pour l'éducation à la non-violence et à la paix. C'était à la mutuelle de la garde et de la police nationale. Le résumé. Construire des communautés résilientes à travers l'éducation à la non-violence et à la paix, défis et opportunités. C'est sous ce thème que la coordination nigérienne pour l'éducation à la non-violence et à la paix a commémoré le 30e anniversaire de la Journée nationale de la Concorde. Nous avons aujourd'hui l'honneur non seulement de célébrer dans notre pays la Journée de la Concorde nationale, mais aussi de lancer officiellement la campagne mondiale pour l'éducation à la paix, qui est une initiative ambitieuse portée par des femmes et des hommes engagés à travers le monde, convaincus que l'éducation peut transformer nos sociétés. L'éducation à la paix, faut-il le rappeler, est le levier le plus puissant de transformation sociale. Elle ne se limite pas seulement à la transmission de connaissances, mais elle éveille les consciences, développe l'esprit critique, cultive le respect de l'autre et prépare les citoyens de demain à faire le choix de la paix et de la non-violence. En effet, l'éducation à la paix et à la non-violence promet l'ouverture à l'autre, l'empathie, la prise en compte et le respect des différentes envies de former des futurs citoyens responsables et engagés dans la construction d'une société solidaire capable de relever les défis du mieux vivre. L'édition 2025 de la Journée nationale de la Concorde est une occasion pour la coordination nigérienne pour l'éducation à la non-violence et à la paix d'entreprendre une campagne mondiale pour l'éducation à la paix. Une initiative soutenue par la haute autorité à la consolidation de la paix. Le 24 avril est une des dates pleines de symboles pour notre pays qui l'a consacrée Journée de la Concorde nationale. La fête de la Concorde est célébrée le 24 avril de chaque année depuis 1995. Pour commémorer le retour à la paix. Les valeurs, les principes qui ont motivé les accords de cette paix restent d'actualité et doivent constituer pour les Nigériens des sources d'inspiration et d'action pour consolider la paix retrouvée entre les fils et filles du pays. Unis pour la paix, ensemble, bâtissons un monde de concorde. C'est le slogan de cette campagne soutenue par le ministère de l'Éducation nationale. Cette journée offre au peuple nigérien un moment de réflexion collective sur les fondements de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale. Dans la dynamique de la souveraineté retrouvée, de refondation de la République et d'un développement endogène en cours dans notre pays depuis le 26 juillet 2023, l'éducation à la non-violence et à la paix est une exigence pour bâtir et promouvoir des comités résilients. Au menu des activités de cette journée, plusieurs thèmes relatifs à la paix et à la cohésion nationale sont présentés par d'éminents conférenciers. Mais avant cette conférence débat, la coordination nigérienne pour l'éducation à la non-violence et à la paix a décerné des témoignages de satisfaction à plusieurs personnes qui ont beaucoup contribué à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale au Niger.
La commémoration du 30e anniversaire des accords de paix intervient cette année dans un contexte de la refondation au Niger. C'est pourquoi ces citoyens que nous avons rencontrés appellent les Nigériens au plus d'union et à se coordonner afin de défendre les intérêts du pays. On les écoute. Le Niger a beaucoup souffert de la rébellion. Et en 1995, on a pu réunir les acteurs de cette insécurité autour d'une même table pour faire cette signature où aujourd'hui on a vu les preuves, c'est au niveau d'Agadez où la relance économique, le développement a repris forme. Et pour tout problème, les Nigériens doivent être autour d'une même table. Dans cette ère de refondation, nous n'avons pas besoin de nous diviser. Nous devrons transcender les obstacles qui peuvent nous amener à nous diviser. La refondation a besoin de tous les fils et des filles du Niger. Même ceux qui sont dans le terrorisme, les Nigériens de l'intérieur ou de l'extérieur qui ont été embobinés par les impérialistes doivent déposer les armes et venir pour qu'on puisse travailler le Niger. Le Niger, la souveraineté du Niger appartient aux fils et aux filles du Niger. Nous n'avons pas besoin de venir s'entretuer. Non. Pourquoi ces pays dits développés où il y a tant de problèmes qui fabriquent les armes ne s'entretuent pas? Ils n'ont qu'à garder leurs armes. Et à nous de garder la communication qu'on a connue de nos grands-parents. On doit s'écouter, on doit parler et pouvoir avoir une solution durable. La journée de la Concorde, c'est une journée exceptionnelle pour notre pays. C'est une journée historique, c'est une journée qu'il faut célébrer parce que c'est pendant cette date que le Niger a trouvé un terrain d'entente. Un accord a été signé avec la rébellion armée d'antan. Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère de refondation et nous profitons de cet instant pour lancer encore un vibrant appel à certains de nos frères égarés qui ont pris les armes contre leur propre pays. Nous pensons que pendant cette aide de refondation, le Niger a besoin de l'ensemble de ses filles et de ses fils pour bâtir notre Niger dans la quiétude, dans la paix. Parce qu'on ne saurait rien construire dans les conflits. Donc c'est pour cela encore, nous saisissons cette opportunité, nous encourageons le Haut Commissariat pour la consolidation de la paix à multiplier des efforts, d'énormes efforts, avec le soutien inestimable effectivement du CNSP, du gouvernement, pour que nos parents égarés qui ont pris les armes puissent les déposer, pour qu'ils reviennent, pour que nous construisons notre pays pendant cette période de refondation. Et nous pensons que le message, c'est un message très fort, et nous pensons que l'ensemble de la communauté nigérienne va s'impliquer davantage pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la paix, la quiétude dans notre pays, pour que nous puissions battre un Niger uni et prospère. Et pour ça, nous avons besoin vraiment du concours de toutes les différentes communautés, à tous les niveaux, pour que cette culture de la paix soit une réalité, soit durable dans la quiétude sociale. Le message, c'est d'abord un message de félicitations, de considération et de respect à tous les acteurs qui ont contribué à la signature des accords en 1995. Ils ont fait œuvre utile, il faut les remercier pour cela. Et encore aujourd'hui que nous sommes dans un contexte assez particulier, le Niger est confronté avec les autres pays de l'espace sahélien à une grave crise sécuritaire avec des groupes terroristes qui écument différentes contrées, qui endeuillent des familles, qui s'attaquent à l'essence de nos sociétés, qui est les forces de défense et de sécurité qui assurent la paix et la sécurité. À l'occasion de cette journée nationale de la Concorde, mon message est adressé à l'ensemble du peuple nigérien à continuer à œuvrer pour la paix. La paix, la sécurité sont fondamentales pour vivre dans une société. Là où il n'y a pas de paix, là où il n'y a pas de sécurité, là où il n'y a pas de concorde, il n'y a pas de vie.
Ils peuvent se demander ou demander aux pays qui traversent des crises. Aujourd'hui, ils peuvent se renseigner sur ce qui se passe en RDC, ce qui se passe au Soudan, ce qui a pu se passer en Libye. Se renseigner auprès de nos compatriotes qui ont vécu ces genres de situations. J'ai visité un pays qui a vécu la guerre, notamment la Sierra Leone. J'ai vu ce qui s'est passé. Je ne peux pas encourager qui que ce soit à œuvrer pour des projets autres que la paix, autres que la cohésion, autres que l'unité. C'est vrai, nous avons des difficultés au quotidien. Nous avons besoin de l'État, des pouvoirs publics pour prendre en charge nos besoins. Mais nous devons revendiquer tout ceci dans un esprit de paix, dans un esprit de cohésion. La division, elle ne servira ni ses instigateurs, ni ses victimes, ni le pays. C'est pourquoi il faut éviter de s'inscrire dans n'importe quel projet qui trouble la paix dans un pays. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens qui lançait un appel de paix et de cohésion nationale à l'occasion de la commémoration ce jour du 30e anniversaire de la signature des accords de paix de 1995 entre les mouvements armés de l'époque et les autorités nigériennes. La situation économique du Niger, un sujet au cœur des débats et qui constitue une préoccupation pour la population nigérienne. C'est pourquoi depuis leur arrivée à la tête du pays, après les événements du 26 juillet 2023, les autorités nigériennes font tout de leur possible pour faire tourner les activités économiques avec des ressources mobilisées à l'interne. La situation économique du Niger dans le contexte de la refondation a suscité donc l'analyse de l'expert en gestion de la politique économique Dodo Ambali, que je vous propose de suivre dans cet extrait avant de le retrouver plus en détail en partie magazine. L'AES se veut comme étant un cadre régional fédérateur, c'est-à-dire d'un simple espace économique de libre-échange. On entend arriver à la phase finale de l'intégration économique. Cela veut dire que nous aboutirons à un moment où nous aurons des politiques publiques communes. Les avantages de l'appartenance à un cadre aussi solidaire que l'AES sont multiples et multiformes. C'est au nombre de ces avantages, nous pouvons d'abord citer la solidarité, qui a beaucoup manqué à la CEDEAO que nous avons, n'est-ce pas, quitté au bon moment. Parce que quand une communauté économique, une communauté régionale n'est pas solidaire, cela veut dire qu'elle risque d'induire des manques à gagner à une économie membre. Or, l'AES a l'avantage et l'intérêt d'être une communauté très solidaire. Ambali Dodo, expert en gestion de la politique économique, que vous retrouverez plus en détail à la fin de ce journal sur la situation économique du Niger dans le contexte de la refondation. À tout à l'heure. Rendons-nous à présent dans le nord du pays, plus précisément à la frontière entre le Niger et l'Algérie. Là-bas, ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui sont sur cette frontière, des personnes expulsées par l'Algérie, des expulsés qui vivent des situations très difficiles en ce moment. C'est pourquoi les défenseurs des droits des migrants donc réagissent pour condamner cette situation. C'est l'exemple du président de l'ONG JIMED, c'est Jeunesse, Migration et Développement, Manu Nabara, que je vous propose de suivre dans cet extrait. Ça pourrait quand même être un risque de drame humanitaire qu'il faut prendre au sérieux, dans la mesure où l'arrivée est vraiment massive et que la présence des acteurs humanitaires est actuellement pas à la hauteur des besoins. Donc, c'est un risque de drame humanitaire qu'on a. Et secondo, évidemment, dans un contexte sécuritaire particulier actuellement comme celui du Niger, l'arrivée des milliers de personnes, des jeunes, sans prise en charge adéquate,
présenterait les risques de troubles dans ces zones-là. La population locale d'Assamaka se plaignait déjà du fait que souvent leurs animaux qui errent pour manger sont souvent abattus et mangés par ces personnes-là, qui sont là parfois pour certains à raison du manque de prise en charge humanitaire, à errer dans la rue et à être à la merci de la rue. Donc ils chercheraient tout ce qu'ils vont trouver pour manger. C'est une petite ville donc qui n'est pas si grande pour octroyer quand même des activités à toutes ces personnes-là qui pourraient trouver de quoi manger. Donc il peut y avoir une instabilité locale et peut-être aussi avoir une analyse plus profonde sur les risques à l'échelle globale. Mais au niveau local déjà, il est signalé le développement des vols, des petits vols et aussi des animaux, des populations locales qui sont pris à partie par ces personnes-là. Donc il y a lieu de prendre les précautions justement pour éviter que ces genres de situations ne puissent se généraliser et avoir un impact négatif, y compris sur la cohésion sociale entre la population locale et les personnes qui arrivent dans cette localité-là. Maintenant, sur le plan diplomatique, avec la relation qui est quand même disons qui est glaciale actuellement entre l'Algérie et les pays de l'Alliance des États du Sahel, y compris donc le Niger, les risques que les tensions s'accentuent est là, évidemment, et surtout quand le Niger va quand même protester contre cette façon de faire de l'Algérie. Donc nous pensons qu'il est possible de promouvoir un dialogue sérieux et responsable, surtout si l'Algérie manifeste une volonté de collaborer avec le Niger sur ce sujet-là, bien entendu dans le respect de la souveraineté du Niger, de la volonté aussi de l'Alliance des États du Sahel à faire prévaloir ses droits et ses intérêts. Alors, le Niger doit maintenir la pression sur les autorités algériennes afin qu'elles respectent premièrement sa souveraineté, deuxièmement ses décisions par rapport à ces expulsions. Le Niger n'est pas partie prenante aux décisions pour envoyer ces migrants-là. Donc le Niger doit participer à l'organisation et même aux discussions préalables avant toute opération d'expulsion des migrants vers son territoire. C'est une décision unilatérale des autorités algériennes de prendre tous les ressortissants africains qu'ils rencontrent, souvent dans des conditions inhumaines, pour les renvoyer au Niger. Donc le Niger doit faire valoir ses droits à protéger son territoire, sa frontière, mais surtout son droit d'accepter ou pas que des personnes soient envoyées sur son territoire. Et donc que les autorités algériennes respectent cette souveraineté de l'État du Niger, qu'ils le consultent dans le respect de la souveraineté de tout et chacun, pour que des décisions soient plutôt prises en concertation par les deux autorités. Et c'est en ce sens que l'État du Niger pourra prendre les dispositions pour mieux gérer cette situation. C'était à l'instant Nabara Manou, il est le président de l'ONG Jeunesse, Migration, Emploi et Développement JMED. Manou réagissait à la suite de l'expulsion des migrants par l'Algérie qui les a expulsés donc sur le territoire nigérien. Ces migrants sont estimés à des milliers qui vivent actuellement des moments difficiles. Courage à eux. Du sport dans ce journal avec la Fédération nigérienne de clubs équestres FENISEC qui a organisé le mardi dernier dans l'après-midi une compétition dénommée course du gouverneur de la région de Dosso. C'était au champ de course de la commune urbaine de Dosso en présence de plusieurs invités parmi lesquels nos reporters sur place Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. Après celle de la préfète du sultan Jarmako Amadou Seydou Sonna, c'est au tour du gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, d'être aussi honoré par cette compétition de course épique. Observé autour de 3 courses à distance variée, la compétition a vu la présence effective du gouverneur à l'honneur, c'est des responsables régionaux,
départementaux et communaux, des responsables des forces de défense et de sécurité, du président de la Fédération nigérienne du club équestre et de son ordre, le représentant de la Fédération burkinabé du club équestre et d'un public venu nombreux. Ainsi, le coup d'envoi donné, la première course sur une distance de 1200 mètres avec 21 chevaux de race Arewa a vu la victoire du cheval dénommé Étoile ayant pour propriétaire Namata Soumana de Tilaberi. La deuxième course avec 6 chevaux de race Talon sur une distance de 1400 mètres a enregistré la victoire du cheval Frima Her de Faroukuma Azu du Nigeria. La troisième et dernière course sur une distance de 1600 mètres qui a mis en compète 15 chevaux s'est soldée par la victoire du cheval dénommé Jambouzou appartenant à la Hajj Moussa Haïtou de Niamey. Initiée par la Fédération nigérienne du club équestre, cette série de compétitions s'inscrit dans le cadre de l'une des politiques de la Fédération visant à favoriser l'engouement autour de la discipline. Des prix, faut-il le rappeler, allant de 120 à 400 000 francs ont été attribués aux différents vainqueurs. Merci Boubacar Ibrahim depuis Dosso. Comme annoncé, place à présent à notre expert en gestion de la politique économique sur la situation économique du Niger dans le contexte de la refondation. Ambali Dodo, donc, que je vous propose de suivre, c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. L'AIS se veut comme étant un cadre régional fédérateur, c'est-à-dire d'un simple espace économique de libre-échange, on entend arriver à la phase finale de l'intégration économique. Cela veut dire que nous aboutirons à un moment où nous aurons des politiques publiques communes. Les avantages de l'appartenance à un cadre aussi solidaire que l'AES sont multiples et multiformes. C'est au nombre de ces avantages, nous pouvons d'abord citer la solidarité qui a beaucoup manqué à la CEDEAO que nous avons, n'est-ce pas, quitté au bon moment. Parce que quand une communauté économique, une communauté régionale n'est pas solidaire, cela veut dire qu'elle risque d'induire des manques à gagner à une économie membre. Or, l'AES a l'avantage et l'intérêt d'être une communauté très solidaire. Au nom de cette solidarité, on entend donc financer le déficit d'un pays membre par les excédents des autres pays. Donc, si aujourd'hui le Niger a des déficits dans un domaine donné, on peut recourir directement aux excès, n'est-ce pas, qui ont été recensés dans les autres pays membres pour pouvoir, n'est-ce pas, alors régler ce déficit-là ou ce manque à gagner. Si vous essayez de voir dans le contexte de blocage international que le Niger avait connu, rien qu'en 2024, le taux de croissance de notre économie, n'est-ce pas, avait atteint 8,4%. Donc il a été supporté non seulement par l'exportation du pétrole, mais également par le sort de notre agriculture. Parce que l'agriculture a connu un excédent très très important. Donc ce taux de croissance, si, n'est-ce pas, il a connu une répartition équitable, il pourrait normalement conduire à un recul de la pauvreté. Vous voyez bien du point de vue alimentaire, aujourd'hui, les populations rurales, à l'heure actuelle, ne souffrent pas en réalité d'un déficit, comme par le passé. Et ça, c'est l'essentiel qu'une économie puisse réaliser. Deuxième aspect, notre appartenance à l'AES nous a permis aujourd'hui d'être en sécurité. Si le Niger avait été isolé, mais je vous assure, aucune de nos frontières ne pouvait résister face à l'invasion extérieure. Troisième avantage, l'appartenance à l'AES aujourd'hui nous offre, n'est-ce pas, le partage d'un destin commun. Aujourd'hui, tout pays qui va oser s'attaquer sur n'importe quel plan économique, financier ou militaire à un pays membre de l'AES, il va connaître la résistance des autres pays. Donc rien que cela nous réconforte aisément. Autre avantage sur le plan économique,
Mais vous savez qu'en réalité, jusqu'ici, l'embargo n'avait pas été totalement levé contre le Niger. C'est ce que beaucoup de citoyens ne connaissent pas. Mais on va vous donner quand même quelques informations qui ne sont pas compromettantes. La première des choses que le citoyen nigérien doit connaître et tolérer la situation, n'est-ce pas, de difficultés financières que nous connaissons, c'est dû au fait que la France continue toujours à bloquer la fourniture en monnaie fraîche à notre pays. Pour la simple raison que le Niger, n'est-ce pas, donc, a chassé Air France, qui détient le monopole de la fourniture, n'est-ce pas, ou du transport du franc CFA. Et cette situation-là, moi, je pense bien qu'elle ne peut pas durer assez. Il faut que le Niger prenne ses responsabilités pour contraindre la France, parce que le Niger ne dépend pas de Air France, le Niger ne dépend plus de la France, nous ne dépendons plus du trésor public français, mais nous sommes liés à 7 autres pays au sein de l'UMOA. Donc c'est une obligation pour la France de ravitailler le Niger en franc CFA, en billets, n'est-ce pas, donc frais de franc CFA, parce que ce blocage constitue une infraction majeure. Normalement, si le Niger avait porté plainte dans les tribunaux internationaux, la France aurait pu être sanctionnée sévèrement. Parce que c'est un crime économique qu'elle est en train de commettre contre notre pays. Donc, dans cette situation, on voit bien que nous sommes obligés de faire appel à des pays amis au sein de notre cadre régional. Et sans cette solidarité, effectivement, la situation allait être beaucoup plus précaire. Vous voyez bien que l'appartenance à un cadre communautaire peut offrir des avantages énormes. Et autre chose, les pays de l'AES sont des pays frontaliers du Niger. Ce qui veut dire que la mobilité des personnes et des biens entre le Niger et le Burkina, entre le Niger et le Mali, entre le Mali et le Burkina, cette mobilité-là, aujourd'hui, elle est très favorable au développement des échanges, n'est-ce pas, et intrazonaux. Contrairement à d'autres pays, que je vais vous citer d'ailleurs sans gêne, des pays comme le Bénin ou le Nigeria, qui continuent, n'est-ce pas, donc, à créer des contraintes à la traversée de leurs frontières. Alors, l'appartenance du Niger à l'AES nous a aussi permis sur le plan diplomatique, parce que l'économie peut dépendre aussi de la diplomatie, sur le plan diplomatique aujourd'hui, d'être reconnue à travers le monde. Aujourd'hui, la diplomatie nigérienne, d'ailleurs même, elle est, je vous dis, une diplomatie qu'il faut féliciter et saluer, parce qu'elle est sur tous les plans. Non pas politique seulement, sur le plan économique, etc. Et c'est cet effort diplomatique qui a permis aujourd'hui de libérer complètement notre pays du joug néocolonial. Et le Niger doit garantir une chose essentielle, la stabilité sociopolitique, qui est le facteur essentiel, le facteur explicatif, plausible d'un développement radieux. Les puissances impérialistes sont conscientes de cela. C'est-à-dire que c'est l'instabilité sociopolitique qui explique le recul de notre économie. Donc il faut aggraver cette instabilité-là. Et voilà aujourd'hui qu'ils sont en train d'attiser, de développer l'insécurité à travers toutes nos frontières. Tous les pays frontaliers du Niger aujourd'hui connaissent, n'est-ce pas, des attaques récurrentes de la part des forces centrifuges qui sont montées, formées, équipées, aidées et téléguidées par les puissances impérialistes. Donc, c'est un miracle que le Niger tient debout. Et je vous assure, avec la solidarité, avec, n'est-ce pas, donc, une cohésion sociale solide, le Niger tiendra face à n'importe quelle puissance occidentale. Pour la simple raison que notre économie est devenue la plaque tournante de l'économie africaine. Et rassurez-vous, ce n'est pas par hasard que la Banque mondiale et le FMI ont prévu
n'est-ce pas, notre économie en 2024 comme étant l'économie la plus performante. La performance, elle est expliquée par la croissance des échanges avec les autres pays. Les exportations ont grimpé en flèche, si vous voulez, et une économie qui voit les exportations se développer plus que les importations, c'est une économie qui avance. Mais les difficultés que nous ressentons aujourd'hui se dû au fait que la France, à travers Air France, continue à bloquer le ravitaillement de notre pays, n'est-ce pas, donc en francs CFA. Mais ce n'est que partie remise, parce qu'il y a plusieurs moyens de contournement, et je suis sûr que notre administration, n'est-ce pas, peut maîtriser le pilotage de ce moyen pour rendre notre économie plus résiliente, plus compétitive, et en réalité une économie qui va attirer davantage, n'est-ce pas, les partenaires, les investisseurs dans des domaines spécifiques. Voilà. Je profiterai donc de cet échange pour formuler des recommandations auprès des décideurs publics, parce que dans le contexte actuel, notre économie a besoin en réalité de deux directives essentielles. Première directive, nous devons fournir des efforts à l'image d'un pays ami de l'AES, le Burkina Faso, dans le domaine de la transformation des biens que nous produisons. Parce que ça ne sert à rien de produire des biens, de produire des matières brutes et de les exporter comme telles. Mais si nous arrivons à les transformer sur place et à, n'est-ce pas, échanger avec l'extérieur les produits manufacturés, c'est en ce temps-là que nous pouvons avoir les meilleurs avantages comparatifs. Et deuxième recommandation, toujours auprès des décideurs publics, notre économie, donc au-delà de la transformation ou du besoin de transformation des biens, elle a besoin d'être spécialisée. Parce qu'aujourd'hui, vous allez demander à n'importe quel spécialiste de l'administration publique, personne ne peut vous donner des informations statistiques qui peuvent vous guider vers des choix stratégiques, des choix en matière de spécialisation de notre économie. Il y a plusieurs études qui avaient été menées, que les gens prenaient pour des études pertinentes, mais en réalité qui ont raté l'essentiel, parce que la spécialisation est basée sur les avantages comparatifs relatifs, dans une hypothèse, n'est-ce pas, donc de mise en autarcie de l'économie. Mais quand vous ne mettez pas l'économie en autarcie de manière imaginaire, même si vous calculez ces avantages comparatifs, vous n'allez pas avoir les bons résultats. On a vu l'exemple de l'oignon qui avait été cité comme un produit qui peut nous apporter des avantages comparatifs, parce qu'on produit presque 2 millions de tonnes d'oignons. Mais en réalité, à l'état où nous exportons l'oignon, ce n'est pas un produit manufacturé. Donc, il ne peut pas nous procurer autant d'avantages comparatifs que s'il avait été transformé sur place. On peut le transformer et avoir beaucoup de dérivés. Par exemple, ce que les femmes appellent la lanière, on peut avoir la poudre d'oignon avec laquelle on produit les tablettes, avec laquelle on produit, comment on appelle, le Nescafé, etc. Et c'est des produits qui sont extrêmement chers. Des études avaient été menées, mais la mise en place, elle souffre encore, n'est-ce pas, donc de la léthargie. Donc ça, ce n'est que des exemples spécifiques. On peut spécialiser chaque région dans des domaines spécifiques. Par exemple, telle région est spécialisée dans la production de tel produit agricole. Telle région est spécialisée dans la production de tel produit minier. Il ne sert à rien, par exemple, que toutes les régions aujourd'hui, c'est dans la production de l'oignon. Alors, quelle région peut-elle fournir à quelle autre région, n'est-ce pas, son oignon? Donc, si une région, 2 ou 3 régions peuvent se spécialiser dans ce domaine et les autres se spécialisent dans des domaines, n'est-ce pas, de production qui utilisent des coûts plus bas, cela va
redynamiser notre économie et elle va la rendre plus résiliente. Mais aujourd'hui, la résilience, elle est un peu affaiblie du fait que nous avons, n'est-ce pas, des difficultés de spécialisation de notre économie. Or, c'est des choses aujourd'hui qui sont incontournables, qui sont inévitables. Donc, il faut que, n'est-ce pas, les ministères concernés par ces questions, le ministère des Finances, de l'économie et des Finances, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, etc., n'est-ce pas, qu'ils se mettent à l'œuvre pour garantir, avant la transition, un choix stratégique de spécialisation de notre économie. Si cela est formulé, c'est-à-dire on verra plus clair les chemins, n'est-ce pas, par lesquels notre économie va passer pour conquérir le reste du monde.